C'est pas tant le goût du risque, c'est plus le fait de faire les choses qu'on a envie de faire quand on peut encore les faire, quoi. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine pour que nous puissions, vous comme moi, nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Franck Hanès. Franck est le fondateur et PDG de SoPress, un groupe de presse indépendant qui édite de nombreux magazines dont le culte SoFoot, mais aussi Society, SoFilm, Doolittle, SoClub et j'en passe. SoPress est un îlot d'enthousiasme dans une industrie moribonde. Franck ne cesse de faire les choses différemment et d'élargir ses activités. On parle de prise de risque et de l'importance de faire les choses maintenant, c'est-à-dire quand on peut les faire. Il détaille son organisation, comment il parvient à garder du temps pour ce qui l'amuse, tout en travaillant énormément. On parle de lancer ses idées spontanément, de les arrêter quand elles ne fonctionnent pas et de sa manière de gérer ses responsabilités. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Eh bien, je suis ravi de t'accueillir sur Nouvelle École, Franck Hanès. On dit bien Franck Hanès ? Ouais, tu peux dire Hanès ou Hanésé, comme tu veux. Toi, tu dis comment ? Je m'appelle rarement, en fait. Ouais, donc, je prononce assez peu mon nom. Donc Franck, tu es le fondateur et PDG de SoPress, Ouais. qui est un groupe média composé de plein de magazines qui sont pour moi cultes par rapport à mon histoire, qui sont SoFoot, donc Society évidemment qui est plus récent, donc pas eu le temps d'être culte parce que j'étais déjà trop vieux, mais il y a aussi SoFilm, et en fait il y a tout un tas de magazines qui n'ont pas le nom So, mais il y a SoClub pour les plus jeunes. SoFoot Club, ouais. SoFoot Club. Il y a Doolittle, il y a Pédale pour le vélo, il y a Tampon pour le rugby, il y a Running Heroes pour le running, il y a... je sais pas si j'en oublie, mais je sais que tu as aussi un label de musique qui s'appelle Vietnam. Ouais. Et tu as deux sociétés de brand content. Ouais, deux sociétés de production, Ouais. en général. Donc, ouais, au début, je parle beaucoup parce que je présente tout ce que tu fais. Tu as raison. Et on va parler de Society, on va parler de ce que tu fais, on va même parler un peu de SoFoot. Mais en fait, je remarquais un truc en regardant ton parcours, en faisant mes recherches, c'est qu'il y a chez toi, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y a un gros côté prise de risque quand même. Parce que quand tu lances Society, si je dis pas de conneries, c'est en 2015. Tu dis pas de conneries. Comme vous êtes un groupe indépendant et que le marché du magazine, c'est un marché hyper concurrentiel, où d'ailleurs tout le monde dit que c'est le déclin, les magazines font de moins en moins de ventes, on a des unes de plus en plus abusées d'ailleurs pour continuer à en vendre. En fait, quand tu lances Society, c'est un énorme... je dis pas un coup de poker parce que je pense que tu y as réfléchi, mais c'est un énorme pari, quoi, parce que si le magazine rate ou marche pas trop, ça peut avoir un impact hyper fort sur SoPress, non ? Pour le coup, oui. Enfin, c'est-à-dire que c'était assez simple. C'est que si ça prenait pas, en 3 semaines, on coulait tout, en fait. Donc, voilà, c'était... mais en même temps, c'est pas tant le goût du risque, parce que je suis pas forcément un casse-cou, un mec qui aime risquer des trucs ou quoi que ce soit. C'est plus le fait de faire les choses qu'on a envie de faire quand on peut encore les faire, quoi. Et je me souviens, une fois, j'avais interviewé Tony Parker. Il m'avait dit un truc assez marrant. Donc lui, il a une logique très business, machin et tout, etc., très à l'américaine et compagnie, bon, qu'on peut apprécier ou pas. Moi, c'est pas forcément totalement mon dada, mais par contre, ça m'a fait marrer parce qu'il me disait qu'il était vachement dans le business maintenant, pendant qu'il était joueur, parce qu'il disait c'est maintenant qu'il faut que je fasse des choses ou que je mette des choses en place, parce que quand je serai plus joueur, plus personne ne décrochera son téléphone quand j'appellerai. Et moi, je dis pas que c'est la même chose, mais Society, si on le faisait pas à ce moment-là, après, je pense pas qu'on aurait eu ni l'énergie, ni, entre guillemets, l'image de marque suffisamment forte, ni tout le désir qu'il y avait autour de ce qu'on faisait à ce moment-là, sans prétention, mais tu vois, il y avait un espèce de truc cristallisé autour de SoFoot et des activités de SoPress qui faisait qu'à un moment donné, ça devenait possible, en fait. C'était pas possible avant, parce que c'était trop tôt, et je pense que ça aurait pas été possible plus tard, parce que ça aurait été trop tard, et c'était vraiment le bon timing. Donc après, je dis, est-ce que j'y vais, et effectivement, je prends un risque, ou est-ce que j'y vais pas, mais je le regretterai peut-être toute ma vie, quoi. Donc, t'en fais part un peu à tes camarades, et puis quand ils te disent tous
ok, on suit. Ils ont tous dit ok, on suit. Ouais, il y en a pas un ou pas une qui a dit ouais non, ça fait chier, putain, si ça se trouve je serai au chômage quoi. Parce que c'est ça, le truc c'est que pendant très longtemps au début, la prise de risque ne concernait que moi, ce qui limite quand même vachement le risque. C'est-à-dire que bon, si on se plante et que ça n'impacte que moi, c'est pas très grave. À partir du moment où ça commence à impacter d'autres gens, et c'est venu quand même assez vite, bah là tu réfléchis un peu différemment. C'est-à-dire que forcément, en plus c'est mes potes, c'est les gens qui bossent ici, c'est que mes copains, mes copines, ma meuf, mon cousin de ma meuf, mon frère, enfin il y a toute ma famille et tout, etc. Donc du coup, si j'envoie tout le monde dans le décor, c'est pas que pour moi quoi que c'est gênant. Du coup, je leur demande leur avis. Ouais. C'est-à-dire que toi, le fait de te rater, ça te finalement fait pas si peur que ça? Bah non, moi ça me fait pas peur du tout même parce que d'une part aujourd'hui, si je plante un truc, demain j'ai un job. J'ai 10 000 opportunités de job tous les jours, donc j'ai pas à titre personnel, j'ai pas de problème pour avoir du travail dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir un risque. Et j'ai fait plein de trucs. Du fait de tout ce que tu as construit avant, Du fait de ce que j'ai fait des études qui font que théoriquement t'as quand même un job en sortant. Oui, t'as fait l'ESSEC. Donc tu vois, j'ai pas d'argent en soi. C'est-à-dire que j'avais pas d'argent à investir quand mes parents sont pas riches, etc. Donc j'avais pas d'argent. Donc j'ai pas cette richesse-là, j'ai pas cette réassurance-là. Mais par contre, j'ai un parcours qui fait que j'ai pas de stress quant à ma vie professionnelle, quoi. Donc en fait, quand tu dis ça, j'ai un peu l'impression que ce qui est risqué, c'est de pas prendre de risques, puisque là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, la force de prendre des risques et de faire des trucs, t'arrives à une situation où t'as quasiment plus aucun risque pour toi, quoi. Bah pour moi, non. Après, le truc, c'est que le risque, je le considère pas pour moi, en fait. Je le considère plus par rapport à tout ce que tu construis et aux gens qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une centaine de personnes, quoi. Ce qui est, pour moi, vachement plus lourd à porter, entre guillemets, en termes de prise de risque, qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je m'en foutais, j'aurais pu faire n'importe quoi, c'était pas très grave, quoi. Là, si vraiment je plante le navire, je plante 100 personnes, quoi. Et tu travailles plus qu'avant, du coup? Je travaille plus, en fait, je crois que à chaque fois, je me dis, je vais embaucher des gens pour travailler moins. Et plus j'embauche de gens, plus je travaille. Donc, je sais pas, il y a un truc dans l'équation que j'ai pas capté. Je saurais pas trop l'expliquer. Mais, c'est une réalité. C'est-à-dire que il y a une époque quand même où SoFoot, je faisais beaucoup de choses tout seul. Et je me disais, mais ça allait de la compta enfin, tu vois, et à la rédaction en chef et tout, etc. J'écrivais plein d'articles, machin. Ce que je peux plus faire aujourd'hui, mais je me dis, mais comment j'ai fait pour faire ça à l'époque et finalement avoir du temps, alors que maintenant je fais plus ça. Enfin, il y a plein de trucs que je fais plus, mais par contre j'ai plus de temps. C'est fini, quoi. C'est vraiment, j'ai du taf tout le temps. Hier, j'ai bossé jusqu'à 2h du mat. Et c'est tous les jours comme ça, quoi. Tu arrives à garder du temps pour parce que j'imagine que l'époque où tu écrivais sur SoFoot, par exemple, ça devait être un truc que tu aimais bien faire, qui était marrant. Tu arrives encore à garder du temps pour les trucs marrants ou t'en as de moins en moins ou Ouais, non, j'en ai encore un petit peu, puis j'essaie d'en garder un petit peu. J'ai des petites soupapes, j'ai un groupe de rock avec lequel on joue régulièrement, on fait nos disques, etc. Donc ça, c'est un peu le... Tu fais passer les disques à travers le label ou Ouais, c'est cool ça. Le groupe est signé sur le label assez étrangement. On a eu un bon coup de piston. Je connaissais bien le mec. Mais je suis pas non plus le membre principal du groupe, donc c'est pas ultra gênant. Et pour le coup, les disques qu'on fait sont rentables. Donc ça n'impacte pas l'économie du label, au contraire. Donc parce qu'on dépense peu d'argent pour les faire. Et ce que j'autorise sur les autres artistes du label, j'essaie de pas nous l'autoriser, quoi. C'est-à-dire le côté on va enregistrer à Los Angeles. Je le fais pour les ça, autres. tu l'autorises aux autres artistes du label? Ouais, ok. Mais pas pour nous. Vous enregistrez? Nous, on enregistre dans une cave qui pue la pisse à Grenoble, quoi. Et en 3 jours. Enfin, là, on va enregistrer dans le Vercors. Le prochain, on enregistre dans le Vercors, dans un gîte qu'on loue, mais à l'arrache, quoi. On va vraiment enregistrer comme des porcs. Et comment ça se fait que ce soit... Là, je digresse un peu, mais ça m'intéresse. Comment ça se fait que ce soit rentable? C'est que vous avez une communauté... Bah non, il coûte pas cher à faire, les disques. Okay. Donc quand un disque coûte pas cher à faire, généralement il est plus facile à rentabiliser. Ouais, quand t'as un disque qui coûte 7000 balles à produire, bah, tu le rentabilises assez facilement. Quand t'as un disque qui en coûte 60, 70, tu galères un peu plus.
Et quand tu dis que tu gardes ça comme soupape, tu t'obliges à plusieurs fois par semaine faire de la musique ou Moi, je joue tous les jours. Après, je joue tous les jours, moi, au bureau, tranquillement. Mais non, en groupe, on joue pas tous les jours, enfin, même pas toutes les semaines. On joue, ça dépend des périodes. Quand on a des concerts, on joue plus régulièrement. Mais sinon, c'est, je sais pas, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on fait une grosse session de répétition / composition / je sais pas quoi. Enfin, voilà. On loue un gîte, on joue tous ensemble et puis ça nous fait du bien. Et on fait des chansons et à la fin on est content. Des ados. Ouais. Mais dans ton taf chez Sopress, parce que là tu me dis ça c'est un truc un peu à l'extérieur. Ouais. Et dans ton taf de Sopress, t'arrives à garder des trucs. Les trucs que je fais sont cool. T'es de hein. plus en plus manager quand même. Ouais, après j'ai beaucoup de trucs très opérationnels. Moi j'aime bien mettre les mains dans le cambouis quoi. Donc sauf que l'opérationnel change, c'est-à-dire qu'avant c'était réécrire des articles de SoFoot ou faire des articles dans SoFoot. Aujourd'hui c'est réécrire des articles de Society. Je disais un truc tout à l'heure quand je t'attendais à l'entrée, c'est dans le SoFoot, c'était ça parlait de Piqué et ça disait après avoir pratiqué le tiki-taka et goûté le waka waka et ça m'a fait exploser de rire. C'était pas de moi. Ça sent le Javier Prieto Santos. Ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est voilà, ça. C'est-à-dire que SoFoot, t'as plus besoin que je relise les articles. Les mecs savent le faire sans que je sois là. Et je dis pas que Society a forcément besoin, mais c'était le magazine où au début fallait être plus attentif. Ça demandait aussi plus de concentration et de travail de la part de Steph, Marc et moi. Au début, au lancement de Society. Là, maintenant, j'écris un peu moins, enfin, je relis un peu moins les articles de Society. Steph et Marc le font plus que moi. Et par contre, je bosse beaucoup sur toutes les prods de films, etc. J'adore être sur des tournages, donc ça me prend du temps. Mais t'arrives du coup à garder, quand je regarde l'évolution de Sopress, que ce soit les débuts avec, il y avait Sofa d'abord, ensuite il y avait SoFoot. J'ai le sentiment d'une assez forte insouciance et de faire les choses que vous aimez, de les faire sans trop réfléchir. D'ailleurs, on en parlera un peu plus parce que ça m'intéresse la manière dont vous lancez des choses. Mais du coup, quand tu as des investisseurs, quand tu as 100 personnes, est-ce que tu arrives à garder le côté insouciant, l'envie de prendre des risques, de faire des choses nouvelles ? Ouais, tu l'as, d'autant que nous, on n'a pas vraiment des investisseurs, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés au capital, déjà, c'est des amis à vous C'est des amis. Tu vois, il y a un conseil d'administration par an auquel l'année dernière, il y a une seule personne qui est venue. Édouard Cissé. Édouard, si tu m'entends, je te remercie d'être venu. Je me sentais moins seul à ce conseil. Mais les autres sont pas du tout dans un truc de contrôle de gestion ou de me dire ce qu'il faut faire ou d'imposer quoi que ce soit ou ils sont concernés au sens où ça leur fait plaisir et qu'ils ont investi avec je pense avec passion autant pour ce qu'on fait que pour qui on est, mais ils sont pas chiants, ils sont vraiment que dans le côté positif du truc quoi. C'est-à-dire que si on a besoin d'eux et qu'on a besoin de conseils et tout, ils sont là. Je déjeune régulièrement avec les uns ou les autres, mais de manière super amicale, pas du tout un mec qui doit rendre des comptes à ses investisseurs. Et par ailleurs, ils ont à eux tous 15% du capital. Donc j'ai encore, j'ai beaucoup plus que du capital. Donc si je peux décider, tu vas dire, on rachète une boîte là et j'ai décidé hier tout seul. Enfin, j'avais pas besoin de personne pour décider si oui ou non je rachetais cette boîte quoi. Est-ce que la prise de décision c'est un truc avec lequel on devient meilleur au fil du temps ou qu'on fait plus rapidement en hésitant moins? Moi j'ai jamais trop hésité. C'est le problème, c'est que moi j'ai le sentiment que j'hésite pas mal quand je prends des décisions. Tu vois. Ouais, moi non. Mais en règle générale, j'ai pas de. C'est un truc sur lequel j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que c'est très facile pour moi de prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Je me suis marié au bout de 10 mois. Tout dans ma vie, tout a été toujours rapidement décidé. Tu fais un pour un contre ou même pas, tu vas à l'instinct? Ouais, c'est vraiment à l'instinct en fait. Mais à peu près tout ce qu'on fait ici est vachement fait à l'instinct. Que ce soit de ma part ou de la part de Steph, de Marc, tu vois, c'est pour ça que des fois on post-rationalise plus qu'on définit des axes stratégiques en amont quoi. C'est-à-dire qu'on a plus tendance, une fois qu'on a fait les choses, à se dire ok, alors comment on pourrait appeler ce qu'on a fait,
Et c'est comme ça qu'on a inventé l'espèce de connerie des 3H, machin et tout, etc. C'est parce que à un moment donné, on nous demandait quelle était la matrice éditoriale de ce qu'on faisait. Et nous, on n'y avait jamais réfléchi, en fait. C'est-à-dire que jamais on s'est posé en se disant, bah tiens, on va faire des magazines. Alors, quelle va être la ligne éditoriale des magazines? Bon, on va faire comme ci, comme ça, etc. Ça a plus été, tiens, on a envie de parler de ça. Ouais, ok, on y va, boum. Et puis après, tu l'as fait. Oui, ça, si je voulais te demander ça pour les 3 H. Les 3 H, je crois que c'est histoire, humain Et humour. et humour. Et je me demandais si c'était. Parce que tout le monde, j'ai regardé plein d'interviews de toi, du coup, avant de venir. Tout le monde te pose cette question, et à chaque fois tu dis ça, et j'ai l'impression que c'est juste une. Mais je suis pas sûr, parce que t'as juste tourné en dérision les trucs de boîte de base, quoi. Genre, Bah, en fait, c'est vraiment un truc complètement con. C'est à la fois un peu dérision parce que c'est un peu couillon comme truc. Et en même temps, c'est assez vrai, en fait. C'est-à-dire que ça correspond assez à la. Mais enfin, je veux dire, c'est une matrice absurde. Ça veut tout dire et rien dire, quoi. Enfin, Ouais. tu le prends comme tu veux. Mais en soi, ça reflète assez quand même la ligne globale de ce qu'on peut faire, quoi. On aime bien se marrer, on aime bien parler de trucs très humains et c'est à chaque fois très ancré, très, très incarné par les personnages qu'on suit ou qu'on raconte. Et on aime bien raconter des histoires. Une fois que tu as dit ça. Tu crois que c'est ce côté instinctif, justement, qui fait que vous produisez des choses qui, tout compte fait, marchent financièrement, en tout cas. En tout cas, sont rentables, ce qui est déjà pas mal dans une industrie qui galère un peu à ce niveau-là. Moi, je crois que c'est surtout qu'on travaille beaucoup. Non, la vérité, c'est qu'on bosse comme des porcs. Et on est très bosseurs, en fait. Ouais. Je crois que notre principale qualité, c'est pas tant d'être originaux, d'avoir un truc complètement fou à raconter ou quoi que ce soit. Enfin, Qu'est-ce que tu appelles très bosseur? Bah, c'est-à-dire que vraiment, on est très exigeant sur ce qu'on veut produire et ce qu'on veut rendre dans tous les domaines que ce soit, quoi. C'est-à-dire que même quand on bosse sur un film publicitaire, qui des fois, dont le scénario peut paraître complètement nullissime, ça nous fait chier de rendre une merde, quoi. Donc il n'y a pas de détails, c'est ça? Bah, on se bagarre pour que le moindre truc soit bien et on puisse être fier de tout ce qu'on fait, quoi. Donc ouais, je pense qu'en fait il y a vachement d'orgueil ici en règle générale chez tout le monde. Ça vient des personnes? Et bah c'est un orgueil assez positif, enfin, c'est dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais, Il y a pas d'ego, en fait. C'est-à-dire que par contre, on n'a pas. Si tu viens et que tu me dis, ouais, j'ai eu SoFoot, c'est de la merde, je vais pas me vexer du tout, tu vois. Bon, bah, ok, tu m'expliqueras pourquoi c'est de la merde, et puis peut-être t'auras raison. Mais par contre, on essaie d'être, en tout cas, nous, fiers de ce qu'on a fait, quoi. De pas avoir de regrets, et de pas se dire, oh, putain, là, on a merdé. Mais ce qui fait aussi qu'on n'est jamais content à 100% de ce qu'on fait. Il n'y a pas un numéro de SoFoot où on se dit le numéro il est parfait de A à Z, et pareil pour Society, quoi. Est-ce que c'est pas tant mieux? Parce que si vous étiez content, vous auriez peut-être plus besoin de faire un nouveau SoFoot. Ouais, bah c'est sûr que le jour où on se dit on a fait ce qu'on avait à faire et voilà, on n'a plus rien à raconter, bah, on arrêtera. Alors par contre, on arrêtera assez facilement, je pense qu'on n'a pas ce truc que peuvent avoir un peu les groupes médias à une époque ou quoi que ce soit, c'est-à-dire l'espèce de délire de faire perdurer un truc même quand il n'y a plus de jus, quoi. Nous, le jour où il n'y a plus de jus sur un des trucs qu'on fait, on arrête, quoi. On est suffisamment polymorphe ici pour pouvoir faire autre chose et que ça soit pas un problème économique, en tout cas. Mais est-ce que t'as pas peur de... Est-ce que tu es sûr de t'en rendre compte, par exemple? Je dis ça dans le sens où tout à l'heure on parlait d'insouciance. Et quand tu as 100 personnes, tu lances plusieurs magazines, des trucs qui tournent comme ça, est-ce que t'as pas... comment tu fais en tout cas pour pas t'enfermer dans un confort à un moment de voir une recette qui fonctionnerait pour Society, un numéro de Society qui fonctionnerait bien par exemple, et de te dire ok, donc ça on en vend plus, donc ça nous rapporte plus d'argent, ou la pub marche plus dessus, et de s'enfermer dans un confort qui fait que tu vas justement finir par produire ces trucs un peu fades que les gens achètent plus? Bah, je sais pas. J'ai pas de. On n'est pas très dans le confort en règle générale. Bah non, je dis ça parce que justement, je vois que depuis des années, vous tombez pas dedans. Ouais. Donc c'est pour ça que je demande ça. C'est Bah, ce qui m'intéresse. Parce que je suis pas sûr qu'on fasse comme on fait quand même que des trucs de vieille industrie, de petits artisans. Tu vois, le petit artisan, c'est difficile le confort, c'est la série. Enfin, tu vois, c'est Ikea, c'est du confort.
Ils produisent des meubles, ils font les mêmes en série pendant machin et tout, etc. Nous, on est vraiment des petits artisans, quoi. C'est-à-dire que c'est des vieilles industries qui rapportent peu d'argent, qui sont difficilement rentables, que ça soit le disque, que ça soit la presse, que ça soit là, on va commencer le cinéma, donc c'est pareil, on va faire des films d'auteur, tu vois, plus personne fait de films d'auteur aujourd'hui. Et puis quand je dis film d'auteur, c'est pas des films de Jacques Audiard, quoi. Enfin, c'est Gus Van Sant plan sur un arbre pendant une heure. C'est des films où tu vois, on n'applique pas une grille de blockbuster, quoi. On se dit, voilà, on veut faire des films exigeants et pas snob pour autant, tu vois. Je veux pas faire des films chiants ou des trucs, mais j'ai envie de faire des films qui racontent vraiment des trucs et qui deviennent des trucs, j'espère, importants un jour. Et du coup, ouais, c'est des trucs où tu gagnes peu d'argent, donc t'as pas le temps de t'installer dans un confort ou de te dire, il n'y a pas une recette qui marche véritablement. Enfin, tu vois, on n'est pas devenu riche. C'est pas comme si on avait lancé un canard et qu'on se dit, oh putain, on a trouvé la formule magique, on n'a plus qu'à l'appliquer et tout roule, quoi. C'est malheureusement pas aussi simple. Je te dis pas que si ça arrivait, on ferait pas comme tout le monde, hein. Si ça arrivait, peut-être qu'on serait très content de profiter de cette manne financière. Et puis, je sais pas ce qu'on ferait de l'argent, mais on pourrait en profiter allègrement. Mais le fait est que c'est pas le cas, en fait. On a toujours des magazines qui sont, en fait, on n'a pas de fonds derrière nous, etc. Donc chaque truc finance ce qu'on fait. Donc comme on a toujours des envies, des trucs à faire, des magazines à lancer, des histoires à raconter, on a envie de faire plein de trucs sur le digital qu'on peut pas toujours faire parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les faire. Du coup, il y a pas on n'est pas emmerdé avec la routine et le côté un petit peu plus tranquille de la recette. Tu veux dire que c'est le fait de jamais avoir de routine qui fait que tu as toujours envie de faire de nouvelles choses, comme un peu un muscle ou un truc? Ouais, oui, c'est comme un muscle. À partir du moment où tu as envie de faire des trucs, où tu as envie de lancer des projets, où tu as envie de partager, c'est souvent des rencontres et des trucs avec des gens, d'ailleurs. C'est rarement nous qui décidons de faire des choses comme ça en disant tiens, on va faire ci, on va faire ça. C'est jamais planifié. Tu vois, à chaque fois, c'est des rencontres avec un tel qui font que ah putain tiens, et si on faisait ça, ah ouais putain c'est une bonne idée, tiens allez boum on y va. Tous nos magazines se sont lancés comme ça quasiment. Le seul qu'on a préparé un petit peu en amont, quand je dis préparé, c'est rien par rapport à, on n'a pas fait de numéro 0 par exemple, tu vois, c'est Society, mais c'est le seul où on s'est dit 6 mois à l'avant on savait qu'on allait le lancer, quoi. Alors que les autres, SoFilm, quand on l'a lancé, le premier rendez-vous que je fais avec Thierry Lounas qui à l'époque vient nous voir pour nous proposer de faire le SoFoot du cinéma, entre guillemets. Au moment où je le rencontre, je sais même pas qui va me proposer ça. Je crois qu'il vient pour distribuer des films qu'on voudrait écrire. Donc, je suis pas du tout dans le mood de lancer un magazine de cinéma. Et il me dit, ah tiens, j'aimerais bien lancer le SoFoot du cinéma, est-ce que t'es chaud? J'appelle Steph, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas? Hop, je lui dis, bah ok, on y va. Et après, 2 mois après, il y a SoFilm en kiosque, quoi. Mais donc tu vas très vite de l'idée à je lance. Ouais, ça a été ok, on y va. Bah si on y va, quoi. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de, on lâche directement les chiens, quoi. Mais c'est jamais des trucs ultra réfléchis, ultra pensés, ultra. Ce qui peut-être un jour nous jouera des tours, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui m'intéressait, c'est que j'ai remarqué que donc vous sortiez jamais de numéro 0, Ouais. vous faites pas d'études de marché. Non. En fait, vous avez une stratégie d'offre, quoi. Vous dites, on a envie de faire ce truc, du coup on le fait, et puis ça marche ou ça marche pas. Ouais. Ça marche, si ça marche pas, on arrête. Et jusqu'ici tout va bien, quoi. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Mais il y aura forcément des moments où on va se planter sur des trucs. C'est logique. Vous êtes déjà planté sur Sofa. Ouais, mais c'était le premier. C'est le premier, ouais. Sofa, tu l'avais créé quand tu étais encore à l'ESSEC, c'est ça? Ouais. C'était un fanzine, enfin c'était la suite de. Ouais, on avait un fanzine à l'époque qui s'appelait Shamrock et qui existe toujours d'ailleurs. Et donc du coup voilà, on a créé un fanzine et puis après on a enchaîné avec un magazine assez naturellement qui au début était distribué en fanzine dans les Fnac, les librairies, etc., etc. Puis est devenu un magazine en kiosque. Ça a duré 7 ans. Et pendant 7 ans, on a été d'abord à l'équilibre, puis on a commencé à perdre de l'argent qu'on a financé avec SoFoot, qu'on a lancé entre-temps, sans que ça soit lancé pour financer Sofa d'ailleurs. C'était lancé sur une idée à la con. On a lancé SoFoot, ça a marché, et enfin suffisamment en tout cas pour financer SoFoot et Sofa.
Et puis un jour, on s'est dit, bon, c'est quand même con de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Il n'y a pas de raison qu'on finance l'un avec l'autre. Ce qui n'est pas vraiment la logique d'ici. On essaie que les trucs soient rentables en eux-mêmes. Et donc, du coup, voilà, on a arrêté Sofa, quoi. Mais on a arrêté Sofa. Je veux dire, il n'y a pas eu un moment on n'a pas pleuré, on s'est pas dit, oh là là, c'est triste. On a arrêté parce qu'on se dit, voilà, ça marche pas. Il n'y a pas suffisamment de gens pour le lire. On arrête, point barre. C'est pas grave. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je vais essayer de pas me perdre dans ma tête. C'est notamment les gens qui écoutent Nouvelle École, il y a beaucoup de questionnements sur comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on fait des choses. Et ce que je remarque souvent, c'est notamment dans ton histoire, c'est qu'en fait, ce qui donne SoFoot et ce qui donne SoPress, à la base, c'est un magazine, un fanzine de rock pour ton assaut de rock de l'ESSEC, en fait, quoi. Ouais. Et c'est un tout petit projet sur lequel tu penses que tu plaçais aucune ambition ni aucun. Sur aucun des projets, à part sur Society, sur aucun des projets, on a placé d'ambition. Et vous bossiez à côté d'ailleurs à l'époque, même quand tu es sorti de l'ESSEC, je crois que tu es allé chez Ernst Young pendant quelques mois, pas longtemps d'ailleurs. 8 mois. Putain, t'es bien renseigné. Pourquoi t'es. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser parce que moi j'ai failli faire un stage là-bas que j'ai eu la chance d'éviter au dernier moment. Ah, c'était bien. Hein. Ouais. T'es parti au bout de 8 mois pour aller chez M6. Ouais. Enfin, pour aller chez Culture Pub. Ouais. Et je suis parti parce qu'on me proposait un job à Culture Pub, basiquement. Mais je me plaisais bien chez Ernst Young, c'était rigolo. J'aimais pas ce en quoi consistait mon travail. Qui consistait en quoi ? Qui consistait à faire de l'audit. Et donc, j'aime pas l'idée même de l'audit. Conceptuellement et moralement, c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc, moralement, tu veux dire parce qu'il y a un côté surveillance il y a un côté... je caricature un petit peu, ça va faire un peu Ruffin comme position, mais il y a un côté, on vient, étant rémunéré par les actionnaires, surveiller le travail des employés et donc s'assurer que ça correspond bien à la réalité de l'activité et que donc, entre guillemets, les actionnaires ne sont pas floués. En vrai, c'est ça, l'audit. Enfin, en tout cas, si on le prend d'un certain angle. Après, c'est une obligation... donc c'est pas aussi machiavélique que ça, mais il y a un peu de ça, et cette partie-là me gênait un peu. T'aurais pu faire carrière là-dedans à ce moment-là ? Tu te disais, t'aurais pu bosser là-dedans longtemps Non, mais franchement, j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré des gens super, avec qui je suis toujours pote. C'était chouette, franchement, je rigolais bien. Moi, je me marrais, j'aimais bien les gens avec qui je bossais. J'étais dans un pôle sympa, les mecs m'aimaient bien, ils me laissaient travailler comme je voulais. J'avais le droit de faire mon magazine à côté, personne m'emmerdait. J'étais vaguement au 4/5e sans être vraiment déclaré au 4/5e. Enfin, c'était assez... franchement, je sais pas si toutes les boîtes d'audit sont comme ça, mais chez Ernst, à l'époque, et en tout cas sous le mec qui dirigeait le pôle dans lequel j'étais s'appelait Denis Thibon, et c'était un mec très brillant et très humain. Et d'ailleurs, quand je suis venu le voir pour lui dire, écoute, je suis embêté, je crois que je vais partir parce qu'on me propose un truc ailleurs. Et il m'a dit, putain, j'attendais le moment où tu allais me dire que tu allais te barrer, en fait. et je pense que j'étais pas vraiment taillé pour le truc. J'avais pas le profil type, quoi. Mais j'ai pas de regrets. Ça a pas été douloureux. C'était même des moments très agréables. Et ça a été très formateur. Et voilà, c'était j'ai jamais eu de passage dans des endroits où j'ai regretté, quoi. Ce qui est intéressant, c'est en ce moment, moi, je suis dans une problématique je fais mon podcast et à côté, je fais du freelance en fait, quoi, pour gagner ma vie, parce que j'ai pas spécialement envie de me mettre directement dans la monétisation. Puis j'ai un peu peur aussi de mettre le doigt dans l'engrenage. Je sais pas trop ce qui va se passer. Et je remarque qu'en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as bossé longtemps, quoi, à côté de tes magazines. Est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie, c'est d'attendre jusqu'à ce que ce soit assez gros, tellement gros que tu n'aies plus le choix, en fait, tu es obligé de bosser à plein temps dessus en fait, ma logique a surtout été une logique héritée d'un vieux label punk des années 80 qui disait trop de chefs, pas assez d'indiens. Et en fait, dont j'aimais bien la baseline. C'était quel label ? Et c'était Roadrunner, je crois, qui avait cette baseline à l'époque. Et en fait, là où il y a un truc qui était qui est assez juste, c'est que je me suis toujours dit que si je payais les gens avant de me payer moi, ça serait beaucoup plus facile de
d'inspirer confiance et d'être et que ça me paraissait plus honnête et plus plus intelligent dans une manière de gérer les choses. Et donc du coup, SoFoot par exemple, personne ne s'est payé pendant 1 an et demi, personne vraiment. Et au bout d'1 an et demi, on a commencé à payer les piges. Et donc les gens étaient payés pour écrire. Mais moi, je n'étais pas payé. En fait, je me suis payé au bout de 3 ans. Et c'est con, mais mine de rien, ça soude une équipe, quoi. Et moi, j'avais pas de problème parce que finalement, j'arrivais à travailler à côté. Donc après, ça demande juste plus d'investissement de temps. Tu faisais quoi à côté? J'étais à Culture Pub. Ok. Et donc je faisais l'émission et du coup, j'avais mon salaire de l'émission et je travaillais juste plus que d'autres. Parce que j'avais 2 métiers qui étaient les 2 assez prenants, en fait. Lancer un magazine d'un côté et faire un métier qui est censé te prendre tes 39 heures par semaine de l'autre. Donc je bossais beaucoup, mais au moins, tu gagnes le respect des gens avec qui tu bosses, quoi. Ouais, tu dirais que c'est important de montrer l'exemple, comme quand, dans le fait que tu, par exemple, vas bosser autant qu'eux, voire plus qu'eux. Ouais, souvent plus, je pense. Ouais. C'est aussi dans une manière de voir les choses C'était capitaine d'un navire, hein, donc ouais. Si t'es capitaine du navire, assume le fait d'être capitaine du navire, quoi. C'est le fait de diriger une boîte, c'est forcément, selon moi, moins confortable que de ne pas la diriger. C'est-à-dire que ça doit pas te permettre d'avoir du confort. Ça te permet de mettre les autres dans le confort le plus possible. Mais toi, ton rôle, c'est de faire en sorte que les autres soient dans le confort, pas de toi te dire cool, je vais me la couler douce et me payer des vacances avec Acapulco, quoi. Est-ce que parfois il n'y a pas un côté où tu peux pas avoir une tendance, vu que toi tu fais des sacrifices, attendre énormément des troupes, du coup? Non, alors ça c'est un vrai truc de management qui est compliqué, c'est de jamais prendre son cas personnel comme la vérité et ce qu'on doit faire et ce qu'il faut que les autres fassent. C'est-à-dire que tu peux jamais comparer les autres à toi, mais c'est valable pour n'importe qui, hein. Pour n'importe quel mec qui dirige d'autres gens, en fait. C'est-à-dire que tu vois, une fois, je me souviens, Glenn Hoddle dans SoFoot, Glenn Hoddle, c'était un ancien joueur de foot de Monaco, notamment, et un numéro 10 anglais très talentueux, techniquement très surdoué, et qui expliquait quand il était passé entraîneur que c'était un métier hyper frustrant pour lui, parce que quand il voyait des mecs rater des trucs que lui avait aucun mal à faire, ça le rendait fou, en fait. C'est-à-dire qu'il comprenait pas pourquoi les mecs n'y arrivaient pas, quoi. Et ce truc que j'appelle moi syndrome Glenn Hoddle, c'est vraiment un truc auquel il faut être très très méfiant. C'est-à-dire que quand tu diriges des gens, ton but, c'est de faire en sorte que ces gens soient le meilleur possible eux-mêmes dans leur qualité, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, etc. C'est-à-dire les épanouir au maximum et puis de faire en sorte qu'ils soient le plus heureux et donc compétents possible, tu vois, mais qu'ils apportent ce que eux ont à apporter. Et chacun a apporté différemment. Tu vois, si tu travaillais ici, l'idée, il n'y a pas d'horaire ici, tu vois. Moi, je m'en fous, les gens, ils travaillent comme ils veulent. Il n'y a pas un cadre très, très marqué. Et comment tu fais pour savoir, alors, quand ça marche pas? Tu le sais, tu le vois? Tu le vois parce qu'on est encore une petite boîte, donc c'est encore à taille humaine. Si on était 1000, ça serait peut-être plus compliqué. J'aurais besoin de plus de relais et même si aujourd'hui j'ai plus de relais qu'avant. Avant, j'étais tout seul à diriger tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je délègue à différentes personnes ici qui sont mes alter ego sur différents sujets, quoi. Mais peut-être que vu que tu prends des décisions très rapidement, je vais te faire une hypothèse, hein, peut-être fausse, mais que tu avais tendance à peut-être recruter très vite et virer très vite. Du coup, pas avoir de trucs qui traînent, tu sais. Alors, figure-toi que j'ai en 18 ans, on a viré une seule personne. Ah oui. Ouais. Et pas très vite. Non, je vire pas. Je recrute assez vite. Ouais, il y a l'histoire. J'ai lu quelque part l'histoire d'un type qui était arrivé avec un sac à dos, qui disait j'aimerais bien bosser ici et que tu l'avais. Après, je l'ai pas embauché. Lui, je l'avais pas embauché. Hein. Je lui ai dit vas-y, assieds-toi et bosse, mais en pige. Hein. Donc bon, l'un dans l'autre, il n'a que ce qu'il mérite. Mais j'ai pas investi sur un mec que je connaissais pas. Mais en revanche, non, dès que je peux embaucher quelqu'un, j'embauche et je prends les décisions très vite de dire oui ou non. Et parce que je sais où on en est économiquement à peu près au jour le jour. Mais
En revanche, ce qui est hyper important, c'est pas tant de recruter vite ou quoi que ce soit, c'est juste de se dire, ok, si cette personne, j'ai envie de bosser avec elle pour des raisons souvent à la fois de reconnaissance de compétences, mais aussi d'affinité amicale, j'essaie de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle bosse. Et si moi je donne, elle donnera. C'est un espèce de contrat, un contrat d'arty, le contrat de confiance. Et tu te rends compte qu'en fait, globalement, à 80% des cas, ça marche. Après, tu as des fois 20% soit de déchets un petit peu parce que voilà, les circonstances de la vie font que parfois les gens sont humains et donc du coup, quand tu es trop gentil, ils profitent un peu et donc il faut un peu recadrer. Mais c'est quand même assez rare au final. Et puis, c'est pareil, les recadrages se passent toujours hyper bien. Enfin, tu vois, j'ai jamais besoin de gueuler ou de temps en temps, quand je sens qu'il y en a un ou une qui est un peu moins dans le truc et qui prend un peu trop ses aises. Et c'est jamais vraiment un problème par rapport à moi ou par rapport même à la boîte. C'est plus par rapport à l'ambiance générale. C'est-à-dire que le groupe en lui-même te le fait sentir. Le groupe te fait sentir qu'un tel ou un tel joue plus le jeu et que ça pose un problème au groupe, en fait. C'est toujours une logique un peu de... on est des êtres humains, tu vois. Donc, tu as une dynamique de groupe. Si tout le monde tire dans le même sens, tu n'as jamais de problème. Le jour où tu en as un qui commence à tirer dans l'autre sens, forcément, le groupe, il commence à te le faire sentir. Et tu vois, c'est un petit truc imperceptible comme ça où tu te dis, il commence à y avoir un problème. Et là, faut pas laisser traîner le problème. Faut vite voir la personne et lui dire, qu'est-ce qui va pas, quoi. Et des fois, il va pas, qu'il y a des problèmes personnels, qu'il y a ceci, cela. Donc après, tu es là pour réparer. Quand il y a un truc qui va pas, t'arrives et tu demandes qu'est-ce qui va pas, ça, tu poses des questions. Bah ouais. Tu vas voir pourquoi il y a un problème. Pourquoi tu t'as plus envie de travailler. Pourquoi le boulot est moins bien fait. Qu'est-ce qui se passe. Et souvent, c'est lié à des soucis hors cadre du travail. Et après, tu es là pour essayer de comprendre, d'épauler, de donner du temps, etc. Ah, faut que je parle dans le micro. Non, mais c'est bon. Et toi, donc, t'as un rôle un peu c'est un rôle humain aussi. Enfin, c'est du management, quoi. C'est tu bosses avec des gens, quoi. C'est pas des machines. Donc, des fois, il y a un peu d'usure, il y a un peu de fatigue. Comme on demande beaucoup de manière imperceptible, c'est-à-dire que à partir du moment où tout le monde est assez exigeant avec soi-même, du coup, ça veut dire que ça oblige tout le monde à faire pas mal d'efforts. Et des fois, les gens, ils n'ont pas conscience eux-mêmes de leur propre fragilité ou du fait que on est aussi un peu des mécaniques fragiles, donc des fois, tu peux avoir un petit coup de moins bien. Donc, il faut être capable d'essayer de le voir le plus tôt possible, de pouvoir mettre les gens au repos, de les forcer des fois à prendre des vacances. Parce que ici, tu n'as pas besoin de poser tes vacances, tu peux en vacances quand tu veux, en fait. Mais ça a un effet cool parce que t'en as qui arrivent bien à gérer ça et puis t'en as qui arrivent pas à gérer ça et du coup qui prennent pas de vacances, en fait. C'est-à-dire que le fait de pas savoir le gérer, c'est pas du tout d'en prendre plein, en fait. Il y a pas vraiment beaucoup d'abus, il y en a peut-être de temps en temps, tu vois, mais je surveille pas, mais je pense pas qu'il y ait énormément d'abus. Par contre, l'abus, il peut être à l'inverse, c'est-à-dire que les mecs peuvent se dire, c'est tellement pas cadré que du coup tu te dis je travaille, et puis à la fin de l'année tu te dis putain mec, t'as pas pris de vacances. J'ai oublié. Tu vas en prendre. Parce que sinon, la machine, elle va casser, quoi. Et ça sera bon pour personne, ni pour toi, ni pour nous. Donc, tu prends des vacances, toi ? Pas assez. Moi, j'en prends pas beaucoup, mais j'en prends pas beaucoup. Après, par contre, je fais assez gaffe à ce que la mécanique. J'ai un sens de la responsabilité à ce niveau-là assez aigu. Donc je fais gaffe à ce que la mécanique se casse pas trop facilement parce que si je pète, c'est un peu chiant pour tout le monde. Donc du coup, je fais gaffe à me reposer quand même de temps en temps, etc. Mais je prends 15 jours de vacances par an. Comment tu fais pour 3 semaines. Pour toi, du coup, vu que comment tu fais pour t'auto-évaluer, pour te dire ouais, je fais du bon boulot ou pour Je prends des bains. tu prends des bains. Ouais, je prends un bain tous les jours dans lequel je réfléchis un peu. Une sorte de méditation personnelle. Ouais, voilà. Je prends un bain et puis. Tu repasses la journée. Et je me passe la journée à venir et passer. Ouais. Mais qu'est-ce qui a merdé, est-ce que machin. Et puis après, j'ai des gens autour de moi qui sont assez francs et directs, quoi. Quand je déconne, ils me disent putain, Francky, là, t'es sûr de toi? Je suis pas sûr. Enfin, tu vois, on a un rapport très, très franc les uns avec les autres, quoi. Donc,
si je déconne, généralement, on me le fait sentir très vite, quoi. Ce qui peut arriver. Hein. Ça t'arrive de te tromper, de travailler sur les mauvais trucs. Je te pose ces questions, c'est vraiment pour. C'est un peu pour moi parce que. Je pense que ça m'arrive de me tromper tous les jours. Hein. Ouais. Ah oui. Bah, j'imagine, oui. Enfin, j'ai pas là comme ça des exemples, mais des erreurs, j'en fais tout le temps. Enfin, tout le monde en fait, quoi. Après, t'as des trucs où tu fais moins d'erreurs parce que tu commences à avoir l'expérience, et puis t'as des trucs où tu fais plus d'erreurs parce que tu débutes. Mais je fais 10 000 erreurs dans l'année, ça c'est sûr. Des erreurs de management, des erreurs d'appréciation, des erreurs, le nombre de fois où j'ai choisi la mauvaise couve sur SoFoot ou sur Society. On se faisait la réflexion hier avec Stéphane. Comment tu sais que c'était la mauvaise ? C'est pas enfin, je sais pas si c'était la mauvaise, mais en tout cas, on revoyait des couves. Tu sais, on garde toujours les couves qu'on n'a pas choisies. Ouais. Et il y a des fois, hier avec Stéphane, on disait putain, c'est marrant. À chaque fois qu'on revoit des couves qu'on n'a pas choisies, on se dit putain, on aurait dû la choisir. Elle était mieux que celle qu'on a choisie. Vous en avez combien à chaque fois environ pour, Ça dépend. Ça peut être d'une à 4, quoi. Mais vraiment, à chaque fois qu'on a eu des hésitations sur des couves, quasiment à chaque fois, on n'a pas choisi la meilleure, je pense. C'est la vie, hein. C'est comme ça. Mais après, si ça se trouve, l'autre aurait moins bien marché. C'est pas forcément. Ouais, ça, tu peux jamais savoir. C'est pas celle qui. C'est-à-dire que avec le recul. Alors après, est-ce que c'est parce qu'avec le recul, on s'est lassé de la couve qu'on a faite parce qu'on l'a vachement vue et que du coup, quand on revoit l'autre, elle a un parfum de nouveauté, et on se dit putain, c'était pas mal quand même. Il y avait une fraîcheur, il y avait un truc. Mais c'est aussi parce que qu'elle est pas sortie, quoi. Elle est pas sortie. Ou tu vois, c'est comme les B-sides, quoi. Quand tu écoutes un groupe, des fois, t'as l'impression que les chansons qui sont en face B sont mieux que les faces A. C'est aussi parce que tu les as pas entendues autant que les faces A, quoi. Donc, je sais pas quelle est la part de vérité là-dedans, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on s'est faite hier avec Steph. D'autant que c'est pas des trucs qui peuvent vraiment te servir, puisque comme tu pourras jamais vérifier que c'était la bonne ou la mauvaise décision. En fait, ouais. Est-ce que l'argent, ça a été un choix conscient pour toi de te dire l'argent, c'est pas un de mes objectifs, parce que tu dis ça souvent et puis en fait, j'imagine que tu disais que t'as pas trop que tu gagnes pas spécialement d'argent et tout, mais en fait, tu pourrais en gagner 10 fois plus, quoi. C'est à peu près évident. Je gagne de l'argent. Enfin, oui. Je suis pas. Faut pas dire. Je vais pas faire Cosette, loin de là. Et je pense que par rapport à la moyenne des Français, je gagne très très bien ma vie. Et donc du coup, voilà, je gagne 8000 balles brutes par mois, pour être tout à fait transparent. Et c'est beaucoup d'argent par rapport au salaire moyen des Français. Et j'ai pas besoin de plus, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas de dans ma vie, je me dis pas putain, si je gagnais 15 000 balles, qu'est-ce que je ferais vachement de trucs mieux que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc après, je pourrais gagner le fait de savoir plus. de combien tu as besoin, quoi. Ouais, c'est... En fait, des fois, il y a eu des périodes où je gagnais 1500 balles et j'étais pas malheureux non plus. Enfin, tu vois, tu fais un peu en fonction de l'argent que t'as, quoi. Et j'ai pas l'impression d'être plus riche, paradoxalement, aujourd'hui parce que mon niveau de vie a augmenté. J'ai un appartement plus cher et puis voilà, je sais pas où je claque ma thune, mais enfin, je suis assez mauvais gestionnaire de mon argent personnel. Dans des albums de musique. Ouais, je dépense n'importe comment. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de souffrance économique, quoi. C'est-à-dire que je me suis pas dit putain, merde, il faut absolument que je gagne tant. Et en même temps, j'ai jamais eu non plus l'envie d'être riche. C'est pas un truc. Salut Orlan, ça va? Bonjour. Et on est dans le bureau d'Orlan, alors du coup, on va la laisser rentrer dans son bureau, quand même. D'accord. Donc non, j'ai jamais eu d'envie d'être riche ou de me dire ouais, il faut absolument que je gagne 30 000 balles par mois ou 40 000 balles par mois. Et à chaque fois, on m'a proposé plein de jobs où je peux gagner des 50 000 euros par mois, etc. Et ce qui me paraît des sommes hallucinantes. Je ne saurais même pas le dépenser, cet argent. Je ne sais même pas comment faire. Et je crois qu'on trouve des moyens. Sûrement, je trouverai des moyens, mais c'est-à-dire que c'est pas un truc qui... J'ai pas une envie de... J'ai pas de manque. Je me dis, j'ai pas de regrets par rapport à ça. J'ai pas de trucs. Je gagne bien ma vie. C'est très honnête comme salaire et c'est honnête par rapport à la boîte dans laquelle je suis et le rapport avec les salaires des gens en règle générale ici, quoi. Enfin, et t'arrives à être on arrive sur la fin, hein, mais t'arrives à être
satisfait de l'avancée? Est-ce que tu arrives à célébrer les victoires Alors, non, je suis assez mauvais pour la célébration, en règle générale. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que très vite, hier par exemple, c'était complètement nul parce que donc hier on a conclu le rachat d'une boîte. Ça faisait 8 mois qu'on bossait, qu'on était dessus, etc. Donc du coup, normalement c'est un moment où tout le monde sort le champagne et tu fêtes et tu te dis génial. C'était nul. Enfin, le truc, c'était ok, bon bah cool, super. J'ai repris un taxi vite fait pour revenir ici pour le bouclage et fin de l'histoire, je suis arrivé ici, je suis passé de table en table en disant voilà, c'est bon, c'est acté, les gars arrivent en février, c'est cool, super. Ils m'ont dit ah cool, ok, next. Ok, mais c'est pas un. Il n'y a pas un truc. Tu vois, on fait jamais trop là, ça va être les 15 ans de SoFoot. Tu vois, on n'a pas. C'est pas un truc qu'on a prévu de célébrer en grande pompe. On n'est pas très bon pour ça en fait. Il n'y a pas un truc d'auto satisfaction qui est pas lié à moi d'ailleurs, hein, qui est lié à tout le monde ici. C'est-à-dire qu'on est un peu, je sais pas, timoré. Et à l'inverse, il y a de l'insatisfaction ou pas? Ouais, beaucoup. On est peut-être un peu protestant. Je sais pas si c'est très protestant ou pas, mais. Tu sais, le côté flagellation. Ouais, on a un côté un peu même nul pour vendre nos sujets ou nos pseudo-scoops quand on en a ou nos trucs. Enfin, toujours c'est un peu timoré. C'est comme ça, hein. C'est dans nos personnalités. Mais en fait, oui, on n'est pas très exubérant. Alors, avant de finir, il y a un truc que j'aimerais en savoir plus. C'est juste une histoire qui a rien à voir, mais je crois que quand tu as lancé SoFoot, le premier numéro a pas trop vendu, mais a eu pas mal d'écho, et vous avez reçu beaucoup de messages, etc. Mais je crois que pour lancer ce premier numéro, il y a une histoire où tu conduisais une voiture sur les Champs-Élysées. Ah, alors non, ça c'est pour lancer Sofa. Ok. Ouais, pour lancer Sofa. Donc avant quoi, 99, un truc comme ça, c'est ça? C'est un peu avant 99, et enfin ça devait être dans l'année 99. Et ouais, je conduisais une voiture sur les Champs-Élysées et je jouais de la batterie en même temps sur le volant. J'avais des baquettes de batterie, des balais en fait. Tous mes potes qui jouent de la batterie font ça aussi. Et je jouais vraiment je mettais de la musique et je jouais avec mes balais sur le volant. Et ce qui était un peu con d'ailleurs parce que je faisais ça aussi à 150 km/h sur l'autoroute, ce qui était assez dangereux finalement, rétrospectivement. Et là du coup ça a pas raté et la chaussée était glissante et en fait le mec devant moi a pilé et j'ai rentré dedans. Et c'est en fait j'allais rejoindre ma petite amie de l'époque et en fait j'étais pressé de la voir quand même. Donc du coup j'ai abandonné la voiture à place de la Concorde, j'ai appelé Assurance. Et j'aurais dit, ouais, ma voiture, je crois que combien vous me la reprenez? Je viens de rentrer dans le cul d'un mec et donc l'avant est un peu enfoncé, mais sinon elle a l'air de rouler, tout va bien. Je l'ai garé place de la Concorde et les clés sont sur le contact et si quelqu'un peut venir la chercher et je vous la cède. Ah, t'as laissé les clés sur le contact? Ouais, j'ai tout laissé, j'en ai rien à foutre et 10 000 francs, ils me l'ont pris. Et voilà, la Maïf de mémoire. Et attends, et c'est avec ces 10 000 francs que t'as lancé Sofa du coup? Et ces 10 000 francs ont participé au lancement de Sofa. L'histoire démarre assez joliment, finalement. Ouais. Voilà. Ok. Eh ben, je crois que j'ai quand même une dernière question. Oh bah vas-y. Okay. Ça. Après, faut que je me mette au travail. Je vais dire que j'en ai deux. Est-ce qu'il y a un défaut que tu as renoncé à gommer? Je sais pas. Un défaut que j'ai renoncé à gommer. Putain, je sais pas, c'est nul, je sais jamais dire mais quels étaient mes défauts, j'en ai plein des défauts, je pense. Je suis toujours en retard. Non, mais un truc que t'as longtemps essayé de corriger, au bout d'un moment tu t'es dit bon allez. Non, je crois que j'ai jamais trop essayé de corriger mes défauts, en fait. Je me suis jamais réellement posé la question. Non, je sais pas. Dernière question. C'est nul, je sais pas répondre à ça. Non, mais c'est pas ça, c'est peut-être là. Putain, ils sont en train de. Je suis désolé, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Ils sont en train d'investir un monastère dans le Var pour choper Xavier Dupont de Ligonnès qui serait dans un monastère dans le Var.
Alors, je peux te dire que ça change complètement notre vie. Pourquoi ? Xavier Dupont-Ligonnès, on le recherche depuis longtemps. Ce qui est fou, c'est qu'on était persuadé qu'il était dans une congrégation religieuse, nous aussi. Sauf qu'on ne la situait pas dans le Var. Mais, Je sais pas qui c'est. Je lis plus les Xavier infos. Dupont-Ligonnès, c'est un mec qui a tué toute sa famille il y a 6 ans. D'accord. 7 ans maintenant. Enfin, 6 ans et demi. Et pourquoi ça change complètement votre vie ? Parce qu'on on recherche et on pensait faire le dernier numéro de Society où on ramenait Xavier Dupont-Ligonnès, on le mettait en couve, attrapé par le callback, et comme ça. Et ça aurait été notre dernier numéro. C'était très beau, on pouvait arrêter après ça. Si on avait résolu l'enquête Xavier Dupont-Ligonnès, on pouvait arrêter de travailler. Un peu comme moi avec l'interview de Booba, quoi. Aussi. J'ai l'impression que ça va être plus facile à réaliser que retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Il est en promo en ce moment, Booba. Hein. Ouais, mais justement, Tu devrais pouvoir le choper. Mais, j'aimerais bien le choper, pas en promo. Tu vois. Ah, écoute, je sais pas, il vit pas à Miami. Oh, mais c'est pas grave, ça, je peux prendre l'avion. Bah voilà, à Miami. T'envoies un message à B2O. Ok. Alors vas-y, c'était quoi ta... je sais, en fait, j'avais... Attends, je t'ai coupé dans ton élan, je suis désolé. Non, c'est pas grave, ça nous a donné la petite histoire de la dernière couve de Society. Qu'est-ce que tu dirais à toi, ta version de toi de 20 ans ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Qu'est-ce que je dirais ? Qu'est-ce que je me donnerais à moi comme conseil ? Ouais, à 20 ans, mis à part ne joue pas de batterie sur ton volant. Je sais pas. Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil ? Si moi je me voyais à 20 ans, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil ? Bosse un peu ta main droite, quoi. La main gauche commence à jouer à peu près correctement, et la main droite, il y a toujours il y a un manque de toucher dans ma pratique de la guitare qui est assez frustrant. Et je pense qu'il prend des cours, quoi. Ah ouais, moi prends des cours de guitare et arrête de croire que tu vas y arriver tout seul. Prends des cours, et un jour, peut-être, ça commencera à être pas mal. Tu prends des cours maintenant ? Non. C'est un conseil que je me donne aussi à 40 ans. Merci beaucoup, Franck Hanès, d'être venu sur Nouvelle École. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi ? Où est-ce que tu fais ? Il est au 3 rue Maillard, dans le 11e arrondissement. Pas d'autre adresse. Ok, merci beaucoup. À toutes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.